Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. Le processus de réconciliation se poursuit au Bénin après le dialogue politique d'octobre 2019. Le président Patrice Talon se dit favorable à un retour de l'ex-chef de l'État, Thomas Boni Yayi, actuellement en exil. La promotion de la diversité culturelle au Cameroun pourrait passer par la construction d'un port autonome à Limbe, en zone anglophone. C'est une proposition de la Commission nationale du bilinguisme pour favoriser la cohésion sociale. Et le Salon national des arts visuels revient au Sénégal après 8 ans d'absence pour une 10e édition à Dakar. Une exposition qui met en exergue les créations de 45 artistes sénégalais jusqu'au 20 novembre. Mais tout d'abord, en Guinée-Bissau, des aveux pour le président José Mario Vach, le premier ministre Faustino Imbali, qu'il avait lui-même nommé récemment en même temps qu'un nouveau gouvernement. Et ce, malgré les mises en garde de la CEDEAO, a démissionné ce vendredi 8 novembre. Une décision prise certainement sous la pression de la CEDEAO, réunie en sommet extraordinaire ce vendredi, qui n'a pas cessé d'appeler à respecter la feuille de route en vue de l'organisation de l'élection présidentielle du 24 novembre. L'organisation ouest-africaine a par ailleurs annoncé le renforcement de sa force ECOMIB en Guinée-Bissau et l'envoi d'une délégation de chefs d'État avant la présidentielle prévue le 24 novembre. Le président béninois Patrice Talon multiplie les gestes d'apaisement dans un entretien accordé à des médias internationaux depuis Cotonou. Le président est revenu sur les violences meurtrières post-électorales. Il s'est dit favorable au retour de l'ex-chef de l'État, Thomas Boni Yayi, actuellement en exil, qui pourrait bénéficier de cette fameuse loi d'amnistie issue du dialogue politique d'octobre 2019. Aïssatou Bari. Le retour de l'ancien président du Bénin, Thomas Boni Yayi, ne constitue plus un problème. Selon le président Patrice Talon, l'ex-président n'a plus rien à craindre concernant l'interpellation d'un juge après la promulgation de la loi d'amnistie, jeudi 7 novembre 2019. Soupçonné d'être l'instigateur des manifestations qui ont occasionné des pertes en vie humaines lors des législatives, Boni Yayi avait été convoqué par un juge. Mais pour des soucis de santé, il a été autorisé à sortir du pays. Le président Yayi Boni n'avait aucune raison de se tenir en dehors du pays. En tout cas, il ne peut en imputer la responsabilité à qui que ce soit d'autre que lui, qu'il a été toujours dans le souhait du président Talon que tous les Béninois se retrouvent chez eux. Je crois qu'il a personnellement plus d'une fois appelé le président Yayi Boni avant et après la promulgation de la loi d'amnistie afin qu'il regagne le bercail. Cette mesure est vue par nombre d'observateurs comme une décrispation du climat politique. Il s'agit du premier des 5 textes issus du dialogue politique qui devront être soumis au vote lors de la session parlementaire, dont la première plénière a été ouverte jeudi 7 novembre 2019. Nous ne considérons pas au niveau du parti FCBE l'appel du président Patrice Talon parce que par le passé, il a déjà joué beaucoup de coups au président Yayi Boni. Il viendra au Bénin si son médecin estime que son état de santé est bien. Concernant le cas de Daniel Zinsou, inéligible pour 5 ans, et Sébastien Adjavon, condamné à 20 ans de prison, tous exilés en France, devront répondre de leurs crimes. Certains y voient la main du pouvoir pour écarter des adversaires politiques. Également dans l'actualité, le forum annuel de Paris sur la paix se tiendra du 11 au 13 novembre en France. Cette plateforme dédiée aux solutions de gouvernance connaîtra la participation d'une trentaine chefs d'État africains. Ce forum vise à améliorer l'organisation du monde pour relever les défis urgents dans les domaines de la paix et de la sécurité. Et sachez que les équipes d'Africa 24 se mobilisent pour vous faire vivre les temps forts de cette 2e édition sur notre antenne les 12 et 13 novembre.
Au Soudan du Sud, les factions rivales d'hier ont du mal à s'accorder sur la formation du gouvernement d'union nationale de demain qui devait voir le jour le 12 novembre. Un délai de 100 jours supplémentaires a été accordé au camp du président Salva Kiir et à celui du chef rebelle Riek Machar pour leur permettre de trouver un terrain d'entente. Tout cela sous l'égide de l'Ouganda, pays médiateur dans cette crise. C'est un sujet de Marie-Colette Baba-Sagana. Le président du Soudan du Sud, Salva Kiir, et son principal rival, Riek Machar, ont convenu de prolonger la période de pré-transition de 100 jours à compter du 12 novembre, date à laquelle était prévue la formation d'un gouvernement d'union nationale. Cette période permettra d'examiner les progrès accomplis au regard des questions qui restent encore en suspens, notamment la finalisation de la formation de l'armée unifiée et la fixation du nombre d'États et de leurs frontières. C'est un report de troupes parce que il y a là une mise dans un couloir et dans une logique d'attente qui perdure et qui donne une impression que les acteurs principaux, les leaders principaux de la crise n'ont pas un intérêt à résoudre cette question en mettant au devant de la scène les seuls acteurs qui malheureusement sont les victimes, voire les populations. Depuis la signature de cet accord en septembre 2018, les combats ont fortement baissé au Soudan du Sud. L'accord prévoit la formation d'un gouvernement d'union nationale qui doit assurer la transition sur une période de 3 ans. Généralement, les crises comme celle-là, leur résolution dépend aussi. Leur résolution dépend aussi en grande partie de la capacité des acteurs en position de faiblesse de faire un usage de cette position de faiblesse pour réinscrire dans l'agenda de la communauté internationale leurs soucis. Rappelons que le Soudan du Sud a sombré dans la guerre civile en 2013, 2 ans après son indépendance, lorsque le président Salva Kiir avait accusé son vice-président Riek Machar de formater un coup d'État. Ce conflit a fait plus de 380 000 victimes. Le cheminement vers l'unité nationale se poursuit au Cameroun après la tenue du grand dialogue début octobre 2019. Un port autonome pourrait voir le jour à Limbe, en zone anglophone, pour favoriser la diversité culturelle. La proposition a été faite par la Commission nationale pour le bilinguisme, créée en 2017, au lendemain du premier épisode de la crise anglophone qui a débuté fin 2016. Nelly Claude Bessin. Dans un souci de promotion des multiples identités du Cameroun, la construction d'un port autonome à Limbe apparaît comme un atout pour l'enracinement de la diversité culturelle. La résolution issue du Grand Dialogue national a été proposée pour une mise en œuvre plus stricte de l'équilibre régional et un accès équitable aux services publics des personnes originaires du nord-ouest et du sud-ouest. L'infrastructure à construire dans la partie anglophone du Cameroun devrait également permettre de booster les échanges avec le Nigeria, d'où proviennent 58% des importations camerounaises selon une étude de la représentation locale de la Banque mondiale. Une infrastructure comme la construction d'un port peut être un grand chantier qui peut ramener la confiance avec des gens qui vont être sollicités pour participer à ces travaux-là et fluidifier ainsi le commerce transfrontalier, notamment avec le Nigeria. Construire aujourd'hui un port de standard international à Limbe serait le signal peut-être d'un point de vue économique de la fin de la crise et du retour de la confiance et de l'investissement massif. Le port de Limbe, qui abrite essentiellement des infrastructures de raffinage de pétrole de la Société nationale de raffinage, est présenté comme un grand projet de seconde génération par les autorités. Cette infrastructure portuaire, dont l'étude de faisabilité avait été présentée en 2009, sera construite sur le modèle Build, Operate, Transfer. L'installation programmée d'une cimenterie ainsi que le projet de développement d'un port en eau profonde offrent de bonnes perspectives pour cette place portuaire. La rentabilité d'un port à Limbe va résider principalement à relancer complètement la production agro-industrielle dans la région du sud-ouest et surtout pourrait déclencher la mise en place d'une zone franche dans la région qui permettrait de bénéficier d'une exonération de taxes permettant immédiatement d'acheminer ces produits vers des marchés cibles.
La construction de cette infrastructure à Limbé, dans l'une des régions meurtries par la crise anglophone, notamment celle du Sud-Ouest, contribuera à favoriser le retour au calme dans les zones anglophones. Soulignons que les dispositions réglementaires sur l'organisation du port autonome de Limbé sont définies par le décret numéro 99/133 du 15 juin 1999 portant organisation et fonctionnement du port autonome de Limbé. Également dans l'actualité, une mission du Fonds monétaire international vient de s'achever en République du Congo. Tout l'enjeu pour l'institution financière internationale était de se positionner sur le programme d'aide budgétaire octroyé au Congo. Un premier versement de 45 millions de dollars avait eu lieu en juillet 2019. Mais le bilan de cette première tranche d'aide est mitigé car Brazzaville n'a pas tenu toutes ses promesses. Le FMI doit désormais décider si les conditions sont réunies pour un second versement de 45 millions de dollars en janvier 2020. La décision devrait être prise avant la fin de cette année. Rappelons qu'en juillet 2019, le FMI a accepté d'accorder un nouveau prêt d'environ 450 millions de dollars sur 3 ans au Congo au terme de 2 années de discussions difficiles. Dans le reste de l'actualité, au Zimbabwe, le gouvernement a décidé d'adopter une position ferme face aux mouvements sociaux. Plus de 200 médecins grévistes du secteur public ont été licenciés ce vendredi 8 novembre à l'issue d'audiences disciplinaires qui se sont tenus en leur absence. Ces médecins avaient arrêté le travail depuis plus de 2 mois pour réclamer de meilleurs salaires afin de faire face à l'inflation grandissante. Au Sénégal, le Salon national des arts visuels tient sa 10e édition jusqu'au 20 novembre à Dakar. Un événement qui a pour thème art et questions nationales, la place de l'artiste dans le plan Sénégal émergent. Les œuvres de 45 artistes y sont exposées dans l'objectif de faire connaître et d'encourager leur talent. Reportage de notre correspondant Ella Djenjaï. La robotisation qui navigue dans le même contexte du thème du salon qui est le miroir est l'œuvre présentée par Pape Samba Ndiaye, un des 45 artistes venus des 14 régions du pays qui participent à cette 10e édition du Salon national des arts visuels du Sénégal qui a ouvert ses portes le 5 novembre 2019. Cette œuvre est fabriquée à l'aide de la matière avec laquelle les cordonniers fabriquent des talons de chaussures. Objectif, valoriser le travail manuel des cordonniers du continent. Si vous regardez derrière moi, ce tableau, il y a ce qu'on appelle l'effet de construction qui rentre dans le domaine de l'urbanisme. Il y a ça, et puis il y a l'effet aussi de ce qu'on appelle, qui nous renvoie à land art. Land art, vous le connaissez bien, il te faut des altitudes pour pouvoir suivre l'espace, la construction de l'espace, la construction de la 3e dimension. C'est ce qui m'a poussé à construire, à développer mon sujet de prédilection dans ce contexte. Donc c'est ça en premier lieu. Au-delà de cela aussi, ça parle du contexte purement africain. Mamoudou Gaïndoy n'est pas en reste avec son œuvre d'art en sculpture. On peut apercevoir les tirailleurs sénégalais avec le chef de peloton qui porte le drapeau de l'émergence, suivi des 16 autres tirailleurs sénégalais. Ils défilent pour assister à la levée des couleurs. Ce n'est pas un hasard que nous avons choisi les tirailleurs sénégalais, c'est parce qu'ils ont fait de nous un peuple digne. Le Salon national des arts visuels revient après 8 ans d'absence et a pour thème art et questions nationales, la place de l'artiste dans le plan Sénégal émergent. Ces œuvres exposées à la Galerie nationale des arts à Dakar sont à admirer jusqu'au 20 novembre 2019. Et un mot de sport pour finir avec la 3e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football U23 qui a démarré ce vendredi. L'Égypte, pays hôte, a remporté le match d'ouverture 1-0 face au Mali. Le 2e match de la journée opposait le Cameroun au Ghana. Score final 1-1. Rappelons que 8 équipes sont en lice dans cette compétition et que seules 3 d'entre elles décrocheront leur ticket pour les Jeux Olympiques de 2020 à Tokyo. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.